Match matinal. Nasuba Kunando Mifoa, tout ceci vous complétez la liste. Didier Aena, la partie technique qui nous fait prendre l'envol de votre émission matinale. Nasuba, c'est bien sûr la régionale de l'ORTB. Vous suivez Radio Parakou et la toute première rubrique, vous le savez depuis un moment, c'est l'actualité, le point de l'actualité. Ce matin, c'est toujours avec Ikiliru Gounousero comme depuis lundi. Ikiliru Gounousero, bonjour. Bonjour à vous, Aziz Alagbe, bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes câblés Radio Parakou pour représenter cette édition. Le 7h, c'est tout de suite. Le journal. Info Matin, Ikiliru Gounousero. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de nos informations. Nous sommes le mercredi 13 mai de l'an 2020. Dans l'actualité ce matin, la campagne électorale pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Cette campagne bat son plein ici au Bénin. Et comment est-ce que l'administration fonctionne en cette période de campagne? Colombe Amadi a fait un tour dans ces lieux pour nous en parler. Vous aurez son compte rendu dans cette édition. Après la reprise des cours dans les établissements publics et privés du Bénin, est-ce que les mesures barrières sont-elles respectées par les élèves et l'ensemble des usagers de nos écoles et collèges et lycées? Vous aurez la réponse à travers un reportage réalisé par la rédaction. Au Niger, les violences dans le nord-ouest du Nigeria en avril ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigériens à se déplacer à l'intérieur de leur pays, a annoncé mardi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Voilà pour l'essentiel à développer dans cette édition matinale de votre émission Nasuba. C'est parti pour 20 bonnes minutes d'information sur votre radio. Judikel Ayena a su la mise en onde de cette édition, Herman Agboutonou, pour la mise en onde YouTube de ce journal bien sûr. La campagne électorale pour le compte des communales du dimanche prochain se poursuit à ce 12e jour de l'opération. Colombe Amadi a fait un tour hier matin dans quelques services déconcentrés de Parakou. La campagne électorale essentiellement médiatique retenue pour ce scrutin n'impacte pas le fonctionnement de l'administration publique, contrairement aux années électorales antérieures. On fait le point avec Colombe Amadi. La continuité du service public est effective dans les directions départementales sillonnées. Le déroulement de la campagne électorale n'entache pas la poursuite des activités dévolues à ces services. Boni Gouda est agent à la direction de l'eau du Borgou. On n'a pas un candidat au sein de l'hydraulique. Par conséquent, en tant qu'individu, chacun peut supporter une liste, mais ce n'est pas à l'intérieur, mais c'est au dehors, parce que l'administration n'est pas politique. C'est de l'administration que nous devons donner de bons exemples. Nous faisons de cette administration ce qui nous lie ici, parce que c'est le travail qui nous lie. Comme la politique est au dehors, chacun est libre d'aller dans un bord politique qu'il veut au dehors, mais à l'intérieur, c'est le travail. La campagne électorale, c'est pour les politiciens et non un agent de l'administration publique, car ces deux ne font pas ménage. Pour cet autre agent de la direction de l'eau, la campagne électorale étant médiatique, il profite des heures de pause pour envoyer des messages de propagande à ses amis par le biais des smartphones. Nous avons des candidats que nous essayons aussi de soutenir par notre manière, comme l'a imposé les conditions actuelles de faire la campagne à travers les médias et sur les réseaux sociaux. Donc ceux que nous soutenons aussi, nous arrivons aussi à envoyer leurs messages de campagne dans les groupes WhatsApp comme il le faut. Karim, employé de l'université de Parakou, est assis sous un arbre où se trouvent plusieurs effigies de campagne. Je ne sais pas s'il y a réellement campagne, parce que tout est morose. Moi, je ne vois même pas qui est d'abord candidat. On est là, on observe les choses et en ville, on voit les affiches. Ce matin, moi, j'ai vu ça là par tête. Je ne sais pas qui a même amené ça. Alors, nous, on est là, on attend les jours des élections pour voir ce qui va se passer.
Cette campagne électorale prend fin le 15 mai à minuit sur l'ensemble du territoire national. Merci à vous, Colomba Amadi. On s'intéresse maintenant à l'école béninoise, reprise effective des cours lundi dernier dans les écoles et collèges de Kandi, aussi dans le département de la Libouri. Les mesures barrières sont respectées, mais le port de masque au niveau des apprenants est la difficulté de cette reprise. Abdelmouni Yakoubou de l'antenne régionale de l'URTB dans la région. À mes commandements, repos, garde à vous. 3 classes sont sélectionnées pour la cérémonie des couleurs au collège d'enseignement général 3 de Kandi. La distanciation sociale est respectée, un dispositif de lavage de mains devant les classes. Constantin Awanou, directeur, rappelle les mesures barrières aux apprenants. Avant d'entrer en classe, vous devez laver vos mains. Pendant la récréation, évitez les attroupements. Ne vous serrez pas les mains. Contrairement aux enseignants et le personnel administratif, la majorité des apprenants ne portent pas de masques. Les enseignants sont réticents à rejoindre les classes. Gaston Okri-Kotoko, porte-parole. Nos apprenants sont dans les salles de classe sans masque. Nous sommes très inquiets. Nous exhortons les autorités à mettre tout en œuvre pour que dans les heures qui suivent, ils puissent nous accompagner véritablement. Même constat au CEG1 de Kandi, Denis Tungara, directeur. Au plus de 2% des enfants portent le masque. Parce que les enseignants se disent, nous sommes protégés. Le grand monde vers où nous allons n'est pas protégé. Je leur ai demandé d'aller en salle. Ils restent devant, au moins avec leur masque. Ils font leur cours, ils m'ont compris. Au primaire, les mesures sont également respectées, mais avec un faible niveau de port de masque. Abdoulaye Mohammadou, directeur de l'école urbaine centre, groupe B. Tous les enfants sont là, on a nettoyé l'école. Par rapport au dispositif de lavage de mains, on a assuré ça. Les autorités départementales de l'enseignement rassurent enfin les acteurs de la réception dans la journée des masques à mettre à disposition des apprenants. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, Kandi, Radio Bénin. On va tout droit à Banikora où, conformément aussi à la décision du gouvernement, les cours ont repris dans les écoles et collèges de la commune, la capitale de l'or blanc au Bénin. C'est le constat fait par notre correspondant local à Banikora, Seifanou. Et voici son reportage. Nous sommes ici au CEG Gomparou, plus précisément dans l'une des salles de classe de 3e où le surveillant général du dit collège, Didier Bouessabi, procède à la sensibilisation des élèves sur l'importance du port de masque aux bavettes. Tout comme au CEG Gomparou, la rentrée a été aussi effective ce lundi 11 mai 2020 dans les collèges de la commune de Banikwara sillonnés, à savoir Sompélékou, CEG1 Banikwara, CEG Gankourou, toujours à Banikwara Centre, et à Toura. Denis Sekonanta, directeur du CEG Gankourou. La rentrée a effectivement commencé ce matin au CEG Gankourou dès 7h. Beaucoup d'élèves ont répondu présents. Comme d'habitude, il y a toujours quelques absents, mais la rentrée a été bel et bien effective. Les professeurs également. Dans tous les établissements publics, tout comme privés, parcourus, on peut constater la mise en place du dispositif de lave-mains. En dehors de cela, un planning bien défini a été établi pour permettre à chaque promotion d'aller au réfectoire. Denis Sekonanta. Les dispositions pratiques, la première concerne d'abord la sensibilisation par rapport aux mesures barrières et la mise en place des systèmes de lavage de mains qui existaient déjà même avant les congés. Nous avons également procédé à une modification de l'horaire de la récréation. Ça commence à 9h05 pour les 6e et 15 minutes jusqu'à 10h. La grande difficulté, c'est le port de masque d'abord. Même si le gouvernement a promis la distribution, ce que certains apprenants nous rappellent, nous avons dit d'abord ils n'ont qu'à apporter leur propre masque en attendant que ce que le gouvernement a promis n'arrive. Déjà, au premier jour de la rentrée, ce lundi 11 mai à Banikwara, tous les enseignants niveau primaire et secondaire ont répondu présents et les cours ont effectivement démarré au niveau du secondaire avec la correction et la remise de copies du premier devoir surveillé du second semestre de l'année en cours. Banikwara, Serge Fanou pour Radio Parakou.
On avale quelques centaines de kilomètres et nous voilà dans le département du Mono. Elle est effective aussi dans le département du Mono. Écoliers, élèves et étudiants et élèves, bien sûr, ont repris le chemin des classes. Une reprise qui intervient dans un contexte de coronavirus qui secoue le monde entier. Quelles sont les dispositions prises dans le département du Mono pour éviter une flambée du mal et mener à bien l'année académique? Samira Tchabimanin pour le reportage. Des dispositifs de lavage des mains pensés au plan local accueillent les écoliers des cours moyens deuxième année dans le département du Mono. À l'école centre d'Atémé, tout comme dans celle de Guinkomé à Lokossa, plusieurs centaines de masques artisanaux sont distribués aux apprenants. Lambert Dosso, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono. Et on les a disposés comme prévu, un par table. Maintenant, la difficulté qui se dégage maintenant, c'est que toutes les classes ne sont pas effectifs réduits. Donc les directeurs, certains directeurs sont obligés de dédoubler. Et c'est ça qui s'attelle avec leurs collaborateurs pour voir la mesure dans laquelle ils vont pouvoir assurer l'encadrement de l'excédent qui se retrouve de l'autre côté. Donc pour l'instant, ma satisfaction est grande. 3 équipes sillonnent le département pour constater l'effectivité de cette reprise et les difficultés auxquelles font face écoliers et enseignants. Rodrigue Aroloussi, directeur de l'école primaire publique Atémé B. D'abord, je tiens à féliciter le gouvernement. On est arrivé, on a commencé par nettoyer le lieu de travail. Après tout, nous entendons diviser les classes en 2 en respectant l'écart de 1 mètre. Les écoliers, visiblement bien informés de la pandémie du coronavirus, retrouvent avec joie le chemin des classes. Le gouvernement a donné des masques pour ne pas contaminer les autres. Il faut aussi se laver les mains avec de l'eau et du savon ou gel hydroalcoolique. Quand on veut tousser, de mettre des pailles à la bouche pour que la maladie ne contamine pas quelqu'un d'autre. De ne pas saluer son second. Des affiches indiquant les bons gestes de lutte contre le Covid-19 sont désormais disponibles dans chaque classe. Sont attendus pour cette reprise 11 634 écoliers du CM2 dans le département du Mono. De Lokossa, Samira Tchabimanin pour Radio Parakou. On l'a suivi, les écoles où les cours ont repris dans plusieurs départements du Bénin. Alors, nous avons fait un tour ici à Parakou pour faire le constat de l'application des mesures barrières à la reprise de ces cours-là dans quelques collèges et collèges de Parakou. Voici le reportage de Mathilde Diokwe présenté par Vitis Arouet. 8 heures ce mardi au CEG Albarika. Quelques élèves se lavent les mains à l'entrée de leur classe avant d'aller s'installer. Les autorités, dans le but d'éviter la propagation du Covid-19, ont mis à la disposition des apprenants des masques de protection. Olukoyi Ayuba, directrice du CEG Albarika. Hier, presque tous les élèves sont arrivés sans cache-nez. On a fait des sensibilisations au moins, on leur a parlé. Mais jusque-là, certains en ont amené, mais la plupart n'en ont pas amené. La DDS nous a envoyé 2000 cache-nez hier. On nous a demandé de donner 2 à chaque élève. Nous avons commencé par les plus petits. Nous avons déjà commencé par donner. Donc, au moins 1000 élèves vont recevoir du cache-nez. Les autres, ils peuvent acheter en attendant. Ça ne coûte rien. C'est 200 francs à côté de la maladie qui coûte peut-être le don. Le traitement coûte cher. Au CEG Hubert Maga, le port du masque est une exigence. Pour la disposition des préventions pour le coronavirus, pour les cache-nez, dans ce collège, c'est obligatoire. Pour le lavage des mains, c'est au milieu du collège, à côté du drapeau. Mais pour les cache-nez, tu n'en as pas en classe, on te fait sortir. Si tu ne portes pas cache-nez, tu ne rentres pas dans la salle. Mais le lavage de mains, là, c'est dans l'établissement. Et pour les 1 mètre, là, comme les tables ne sont pas beaucoup là, on reste sur une même table. On ne peut pas respecter ça totalement. À quelques mètres du CEG Hubert Maga, à l'école primaire publique Abdoulaye Issa, les apprenants du CM2 seuls sont visibles dans l'établissement. Abdoulaye Ibrahima, directeur du groupe A. Au niveau du dispositif de lavage de mains, il nous reste à faire. Concernant les cache-nez, je viens de recevoir les cache-nez de la hiérarchie. Donc, chaque élève a son cache-nez ici. Tout à l'heure, je vais leur partager ça. Apprenants, enseignants et chefs des établissements visités exhortent les autorités à mettre plus de masques et plus de dispositifs de lavage des mains à leur disposition.
Merci à vous, Mathilde Diakwe et Vitis Aroué. Dernier élément, en pagination, un laboratoire régional de diagnostic du Covid-19, désormais fonctionnel à Parakou. L'infrastructure installée dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou a été mise en service le 8 mai dernier. Le préfet Djibril Maman Sissé a fait un tour. Alessandra Diotan nous fait le point. Ce laboratoire offre désormais la garantie de célérité dans le diagnostic du Covid-19 dans la partie septentrionale du pays. Professeur Moutawakilou Gomina, responsable du laboratoire, se prononce sur ses avantages. Il s'agit d'un laboratoire complet contenant du matériel de dernière génération qui nous permet de faire les manipulations de bout en bout et de sortir le résultat avec certitude, sans convoyer ailleurs. Nous faisons le diagnostic ici. Et ce laboratoire ici installé, qui répond aux normes, dessert en réalité les 4 départements du septentrion et les collines. Djibril Maman Sissé, préfet du Borgou, apprécie à sa juste valeur cet acte du gouvernement. C'est un gros investissement, c'est des milliards qui ont été investis là pour aider le personnel soignant à faire le travail sur place. Donc je voudrais, au nom de toutes les populations du département, sinon des 4 départements du Nord, remercier le chef de l'État pour son sens de l'anticipation. Et je m'en voudrais également de ne pas remercier le personnel soignant qui travaille de jour comme de nuit pour veiller d'abord à l'application des différentes mesures qui ont été prescrites par le gouvernement. Partant de ceci, le préfet du Borgou rassure. Toutes les dispositions sont prises pour qu'en cas de détection positive de cette maladie-là, donc que la prise en charge puisse de se faire de la façon qui convienne, donc pour que les malades du Covid-19 puissent vraiment bénéficier du traitement adéquat. Avec l'installation de ce laboratoire régional, c'est un nouveau pas franchi dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin. Bienvenue dans l'interactualité pendant qu'il sonne 7h18 ici à Radio Parakou. Le Niger, les violences dans le nord-ouest du Nigeria en avril ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigériens à se déplacer à l'intérieur de leur pays, a annoncé hier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La violence persistante au nord-ouest du Nigeria a forcé environ 23 000 personnes à fuir vers le Niger durant le seul mois d'avril et un autre groupe de 19 000 ressortissants du Niger a été contraint de se déplacer à l'intérieur du Niger, déclare le porte-parole du HCR, Baba Balok, cité dans le communiqué de l'organisation. En Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly est en France depuis le 3 mai dernier pour des examens médicaux consécutifs à une greffe de cœur subie il y a 8 ans. Il doit y passer quelques semaines et pour la première fois ce mardi, il est apparu dans une vidéo mettant en scène une visioconférence avec le président Ouattara. Un moyen de montrer que le Premier ministre, également candidat du parti au pouvoir à la présidentielle, va bien et qu'il suit les affaires du gouvernement. On parle de la Banque africaine de développement alors qu'une enquête interne vient de blanchir le président de la Banque africaine de développement des accusations de prévarication et de favoritisme formulées contre lui. Ces accusations ou ces accusateurs s'en prennent maintenant au comité d'éthique qui a mené l'enquête. Ils doutent de sa probité et réclament une enquête indépendante. Aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est arrivé aujourd'hui même au matin en Israël pour une visite éclair au cours de laquelle il doit notamment s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu de la question de l'Iran et du projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. En Afghanistan, le groupe djihadiste État islamique EI a revendiqué hier soir l'attaque suicide perpétrée plus tôt dans la journée lors de funérailles d'un commandant de police dans la province de Nangarhar en Afghanistan, ayant tué 24 personnes et blessé 108 autres. Le djihadiste Abdallah Al-Ansari est parvenu à atteindre un rassemblement des forces de sécurité afghanes et de membres d'une milice alliée.
à Nangara, faisant exploser sa ceinture et tuant et blessant 100 apostats, bien sûr, a indiqué l'EI dans un communiqué publié sur Telegram. L'EI n'a pas mentionné une autre attaque perpétrée mardi en Afghanistan contre un hôpital dans la capitale, Kaboul, qui a tué au moins 14 personnes. Pour finir, notez qu'on ira en France. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France est de nouveau en hausse depuis hier soir avec 348 nouveaux décès en 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser selon la Direction générale de la santé. Au total, depuis le 1er mars, au moins 26 991 décès ont été enregistrés, mais la pression sur les services d'urgence continue de se réduire avec 2542 patients, soit 170 de moins que la veille, précise-t-elle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'information matinale sur votre émission Nasouba en direct du studio B de Radio Parakou. Merci de nous avoir suivis. On poursuit l'émission avec, bien sûr, Abdulaziz Alagbe, Didier Aena, Emma Agoutonou, en direct à vous, c'était bien sûr Kiliro Gounousiro. Bien merci à vous Ikiliro Gounousiro pour ce condensé de l'actualité, des chiffres qui ne font pas le bonheur, les statistiques qui partent en hausse, notamment le Bénin également. Il faudrait qu'on rappelle chaque fois ces gestes barrières, se laver régulièrement les mains et en plus observer la distance sociale d'1 mètre et le port obligatoire de masque. Et ce n'est pas une interrogation, hein? Non, ce n'est pas une interrogation. D'accord. Donc, ce n'est pas une interrogation de classe. C'est pour que vous m'aidiez. C'est juste un style d'animation, c'est tout. Ikiliro Gounousiro, merci. Et nous allons vous retrouver à 9h pour le bulletin local. Là, il sera question des informations d'ici et environ. Nasouba se poursuit à 7h22. Nous allons installer Claudia Adandé et le message des astres. L'horoscope. Radio Parakou. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Bonjour, vos prévisions astrales de ce jour. Bélier, ce mercredi est un jour de chance. Profitez-en pour vous occuper de ce qui a besoin d'un coup de pouce. Vous devez être particulièrement attentif aux opportunités qui se présentent car vous pourriez conclure une affaire rentable ou établir des relations prometteuses. Taureau, vous gagnez des libertés en sortant de votre réserve habituelle. Votre culot vous rend fort sympathique. De plus, vous débordez de bonnes idées et de fantaisies pour faire plaisir à votre entourage. Gémeaux du signe, c'est une journée idéale pour pardonner. Vous réconciliez avec une personne qui vous est proche. Vos idées et vos projets seront bien accueillis. Vous pouvez espérer l'appui des astres. Cancer, votre volonté de progrès dynamise vos relations. Vous saurez vous faire pardonner d'anciennes bévues. Vous allez avoir l'opportunité de régler des comptes avec un ami positivement. C'est un vrai soulagement, n'est-ce pas? Lion, ne cherchez pas à prendre ou à garder le pouvoir. Ce n'est pas le sujet. Intéressez-vous plutôt aux projets collectifs ou au moins communs. L'individualisme n'est pas un bon engrais pour des relations sereines et le pouvoir peut être partagé. Vous êtes vierge du signe, vous recevrez une bonne nouvelle au plan amical aujourd'hui. Cela vous insuffle un courant d'optimisme qui est la bienvenue. Vous récoltez les fruits de vos efforts, vous serez ravis d'apprendre l'opinion de certaines personnes à votre égard. Balance, nous sommes à vous. Un contact téléphonique pourrait vous faire du bien. En effet, quelqu'un a repéré votre compétence et peut vous solliciter pour un avis. C'est un acquis qui est de bon augure. Amis du signe Scorpion, vos doutes se muent en certitude. Vous verrez enfin clair dans les intentions de certaines personnes et vous pourrez rectifier votre attitude en conséquence, tout en nuances. Sagittaire, besoin de réflexion pour trouver votre chemin. Faites ce qui a le mieux pour vous. Ne vous occupez pas des condiratons, c'est inutile. Faites un break s'il le faut. Prenez du temps pour vous. Ne précipitez pas les événements.
Capricorne, même si dans votre tête ce n'est jamais simple, prenez en considération les conseils que vos proches vous donnent. Vous pouvez compter sur eux et sur leur honnêteté. Écouter l'avis des autres vous aide parfois dans vos questionnements. Verseau, vous avez besoin de prendre des distances avec des sujets secondaires. Attendez-vous à de nombreux changements qui vous libéreront de certaines entraves, que ce soit en famille, au travail ou en amour. Poisson, cette journée est idéale pour tisser de nouveaux liens. Vos échanges avec les autres sont fluides au niveau des opinions et dans l'élaboration de nouveaux projets. La communication est au programme et il vous faut en profiter pour échanger de bonnes idées. Voilà, c'est tout pour les conseils des astres. Le conseil des astres, bien suivi ici par nos amis auditeurs. Et merci à vous, Claudia Dandé, pour cet exercice de prédiction. Merci, mesdames et messieurs. 7h26. Nous n'allons plus tarder à installer le plateau de discussion. Ça se discute. En nouvelle diffusion, le plateau du 30 avril dernier, juste à côté, un débat rétrospectif sur les 17 années de décentralisation et de gouvernance locale, avec comme invité Ikilero Gounosero et Nourodine Safara. Ça se discute, c'est tout de suite. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute, c'est bien maintenant, mesdames et messieurs, le plateau de discussion avec les débatteurs du jour qui sont déjà en ligne. Ikilero Gounosero de la division des sports. Ikilero, bonjour. Bonjour à vous Aziz, bonjour à tous les auditeurs. Nourodine Safara, secrétaire de rédaction au service de l'information, qui nous a fait le plaisir de prendre part à ce plateau matinal. Nourodine, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous les amis auditeurs qui nous écoutent, disons, dans les 4 départements, à savoir le Borgou, la Livorie, la Takora, la Donga. Je pourrais même dire les 5 parce que on a les collines avec nous. Oui, une partie de la région centrale du pays nous écoute aussi. Absolument. Merci à vous. Et puis dans le monde entier, par le biais de la chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube et tous ceux-là qui nous suivent en streaming via Internet. Et merci pour cette précision, Nourodine Safara. Vous savez, nous parlons aujourd'hui développement local, nous parlons gouvernance locale. La 3e cohorte de conseillers est en train de finir son mandat et bientôt ce sont les élections communales et municipales. Une équipe est en train donc de partir, une autre va s'installer. Il y a de ces acquis, de cette positivité, de tout ce qui a été bien fait, mais aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de quelques handicaps de la gouvernance locale pour que, bon, bien sûr, ceux-là qui nous écoutent, s'ils faisaient partie de la 4e mandature, pour que ceux-là ne tombent pas dans les mêmes travers, dans les mêmes pièges. Alors, Nourodine Safara, mais avant de parler de tout ce qui n'a pas marché, selon vous, globalement parlant, qu'est-ce qu'on peut apprécier de cette 3e mandature qui est en train de s'achever? Merci Aziz Alagoué. De cette 3e mandature qui vient d'achever, on peut déjà, disons, apprécier le fait que les conseils communaux ont réussi à mettre dans la tête des citoyens qu'ils sont les acteurs du développement de la commune et que chacun devait pouvoir travailler à, disons, construire la cité. Il y a certains exemples comme l'expérience de Dogo ou bien c'est l'initiative de Dogo. L'initiative de Dogo. Voilà, donc il y a de telles initiatives qui ont fait que dans certaines communautés, on constate que tout le monde a compris qu'il est acteur du développement. Je prends l'exemple de la commune de Kandi où il y a un pont que la population elle-même est sortie pour construire dans un des quartiers de la ville parce qu'ils avaient du mal à prendre par là et ils ne devaient pas attendre seulement
le conseil communal ou le pouvoir exécutif. Donc le fonds là a été dénommé Temboron, c'est-à-dire fais pour toi-même, c'est-à-dire fais en sorte que tu aies des facilités dans ton environnement et tout le reste. Donc il y a quand même cet aspect très positif que je dois apprécier. Il faut aussi dire que les conseils communaux ont travaillé de façon plus ou moins, disons, rapprochée avec les populations et réglé un certain nombre de problèmes, tant au niveau de l'éducation, de la santé que de l'environnement et bien d'autres secteurs également. Et Kelero Gonosero, Nourodine Safara vient de souligner un aspect en ce qui concerne les acquis, en tout cas ce qu'on pouvait noter de bon au niveau de cette troisième mandature, la participation citoyenne, la participation des populations. Et Kelero Gonosero. Oui, on peut dire que les populations ont également participé au développement de leurs communes respectives. Et quand je prends par exemple l'élaboration des plans de développement communaux, nouvelle génération de ces différentes communes du Bénin, on a constaté tout simplement que les populations ont été consultées à la base avant la mise en place ou la confection de ces plans de développement communaux-là. Il y a que aussi les populations ont compris l'enjeu du développement local quand on parle de la gestion décentralisée. Et désormais, tout le monde comprend que oui, c'est la participation de tout le monde. Donc, 3 ans, c'est la troisième mandature. Ça fait déjà, si ma mémoire est bonne, 17 ans de gouvernance locale. Et il faut dire que les habitudes ont commencé par s'ancrer dans les têtes des uns et des autres, puisque au départ, lors de la première mandature, on a constaté que oui, voilà, c'est une nouvelle expérience. On a commencé par décentraliser. Ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Et puis voilà, il fallait mettre en place l'administration locale, former les cadres compétents qui vont bien sûr animer le développement local. Ensuite, la deuxième mandature, on a constaté que c'est de là qu'on a commencé par élaborer les plans de développement communaux première génération. Oui, on a vu que quand voilà, ces communes ont réussi à mettre en place les plans de développement. Ensuite, on a cette troisième mandature qui est en train de s'achever, qui s'achève bientôt et qui a démontré beaucoup de choses positives comme négatives aussi. Nous allons en revenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la gestion participative. On sent désormais que oui, tout le monde se sent impliqué. Même le parent d'un point reculé sait aujourd'hui que désormais, j'ai mon mot à dire dans la gestion locale, dans la gestion de ma cité. Donc voilà, ça c'est un point positif. Et aussi, il faut dire que cette initiative de Beau a fait école aussi où tout le monde aujourd'hui participe, même un homme politique aussi met la main dans la poche pour donner, pour accompagner le développement de sa communauté. Et c'est cela, c'est ce qui est le plus important. Mais aussi, il faut noter aussi que au niveau de cette troisième mandature, au niveau de nos communes, on a senti la vitalité des grands regroupements, des associations de communes. Quand je prends la DECOP dans le Borgou, je prends la PIDA dans la Liborie, on a senti que oui, ces grands regroupements-là sont allés à l'assaut, bien sûr, des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ces associations communes-là dans la gestion, dans l'élaboration des projets, surtout les projets communautaires à la base. Et il y a aussi que l'ANCB a réussi à s'enraciner. On a vu la première mandature dirigée par Rachid Badamansi, ensuite c'était Soulé Alabé, et cette fois-ci, c'est Luc Setongi à Tropor. On a vu que c'est dans cette dynamique-là, au fur et à mesure que nous évoluons, on constate tout simplement que oui, la décentralisation est en train de s'ancrer au Bénin avec bien sûr tous ses avantages et quelquefois ses inconvénients. Nourodine Safara, assez de réussite, de grands progrès, de très grands pas dans la mise en œuvre de la décentralisation de la gouvernance locale, mais, je dis bien mais, il y a eu ces freins-là qu'on ne peut pas oublier et qu'on doit rappeler pour que les populations et même ces gouvernants-là, ces décideurs qui vont bientôt occuper ces différents postes puissent en tenir compte dans la mise en œuvre de leur plan d'action, à commencer d'abord par l'instabilité des conseils communaux, notamment au niveau de son exécutif, au niveau des postes de maires. Nous avons subi une avalanche de destitutions de maires qui ont tantôt pris, qui n'ont pas pris. Nourodine Safara, est-ce que ceci n'a pas impacté la gestion locale? Bien sûr, Aziz Alagbe, mais avant même de revenir sur, disons, l'aspect destitution des maires, il faut reconnaître, comme Ikiliru, que l'intercommunalité est en marche et c'est quelque chose de très positif parce qu'à ce niveau où les communes se retrouvent, il y a quand même qu'on essaie de voir quelles sont les faiblesses de l'autre et comment on fait pour que cette commune soit au pas. C'est une excellente chose. Mais maintenant, revenons donc aux destitutions pour préciser que, à mon avis, au départ déjà,
on ne fait pas le bon casting au niveau des formations politiques avant de positionner des gens. C'est ça qui a fait que il y a beaucoup qui ont découvert même les notions basiques de développement et, disons, en cours de mandat, parce que c'est pas des gens qui s'intéressaient vraiment avant aux questions de développement de leur localité. Donc, il y a ce problème. Le second problème, c'est que manifestement, au niveau des formations politiques, dans le forecasting qui se fait là, il y a plus des personnes qui ont triché dans leur vie et qui ont obtenu des ressources ou un certain nombre de choses que les gens ont plutôt privilégiées au lieu de prendre des personnes moralement assises. Il y a également que, au niveau des conseils communaux, les crises de confiance se sont très tôt installées. C'est-à-dire que les conseillers qui ne savent pas au départ ce pourquoi ils sont élus pensent que c'est au niveau du conseil communal qu'il faut disons, se partager les marchés. Il faut se remplir les poches. Absolument. L'attribution donc des marchés publics a fait que, à un moment donné, que ce soit du côté du maire ou d'un autre clan qui est opposé au maire parce que ses intérêts n'étaient pas vraiment préservés, eh bien, il y a eu beaucoup de mésententes au niveau aussi du partage des dividendes issus après de l'attribution des marchés. Tout ça là a créé des querelles. Ensuite, il y a des querelles de leadership entre conseillers. C'est-à-dire qu'il y a certains conseillers qui viennent des zones que nous appelons les zones rurales. Et il y a des conseillers qui sont des zones urbaines. La plupart du temps, les conseillers qui sont des zones rurales, qui ont eu la chance d'être élus maires, sont menacés par d'autres qui estiment que non, mais écoutez, nous on est de la ville, c'est plutôt à nous qu'il revient de diriger. Il y a quand même cette guerre-là qui ont fait que ensuite, il y a la question de la xénophobie aussi, au niveau même des cadres techniques. Le fils du terroir. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir qui peut faire quoi, mais qui est de quelle localité. C'est la question qui a prévalu. Alors que non, il faut plutôt se poser la question de savoir, est-ce que ce monsieur qui est cadre technique à la mairie, ou alors qui est conseiller communal, qu'est-ce qu'il fait pour apporter un bien-être collectif? Donc, ces questions-là ont été occultées au niveau des conseils communaux et j'espère que le casting que les gens ont fait maintenant fera en sorte que les nouveaux conseillers ne vont pas ressembler aux anciens. Autrement, on risque de faire du surplace. Oui, on risque de faire du surplace, Noureddine Safara. Et Kiliro Gounou-Sero, par rapport à cette question d'instabilité, surtout, d'aucun index des mains politiquement invisibles qui déstabilisent les communes qui étaient pourtant sur la route du développement. Ikiliro. Oui, Aziz Alagbe, avant de répondre à votre question, il faut reconnaître tout ce que Noureddine Safara vient de dire fait partie bien sûr de ces instabilités-là. Maintenant, il y a un autre volet que je pense qui est beaucoup plus même, qui favorise même la destitution des maires. C'est au niveau des textes régissant bien sûr la décentralisation en République du Bénin. Puisque, qu'on le veut ou pas, on s'est inspiré de quelque part. Lorsque vous inspirez de quelque part, vous prenez ce qui est bon et vous améliorez ce qui n'est pas bon en fonction de votre contexte, de votre maturité politique. De vos réalités, de votre maturité politique. Alors, aujourd'hui, on constate tout simplement que les destitutions pour cette troisième mandature faisaient légion, tout cela tout simplement parce que la loi l'a prévu, mais est-ce que la loi a véritablement encadré la manière de destituer les élus communaux? Voilà, c'est la grosse question. Donc, il faudrait que, au niveau des experts, au niveau de ceux-là au niveau des législateurs, des experts en gouvernance locale travaillent dans ce sens-là pour qu'on n'assiste plus, pour que la loi ne permette plus à tout de destituer n'importe comment. À un conseiller de se lever et de mettre en place une motion de pétition pour la destitution, bien sûr, une motion de destitution d'un maire. Parce que tout simplement, quand je prends le cas de la France, tout simplement, on n'allait jamais entendre qu'un maire a été destitué, mais révoqué tout simplement lorsqu'on constate que par exemple il n'a pas fait, il a menti sur la déclaration de son patrimoine, il a fait ça, mais un maire ne peut pas être destitué parce que tout simplement il ne partage pas la vision d'un élu d'une localité qui est en phase avec bien sûr le pouvoir central. Donc il faudrait faire aussi la différence entre le pouvoir la gestion centrale et la gestion et le pouvoir décentralisé. Alors il faut aussi comprendre que lorsque
lorsque les transferts de compétences seront effectifs, on pense que ces transferts de compétences seront effectifs. On pense qu'on va limiter un tant soit peu ces institutions-là. Parce que tout simplement, lorsque à un moment donné, certains secteurs clés de développement à la base, lorsque ces transferts de compétences, lorsque les maires, les élus locaux n'ont pas cette compétence à la base de pouvoir mettre en place les projets, forcément, on aura forcément à un moment donné des cas de décision. Et c'est là que je rebondis à votre question pour dire que oui, on aura des mains invisibles parce que tout simplement, il faudrait des mains invisibles des hommes politiques parce que tout simplement, oui, je suis en place, un maire est en place, il n'a pas les moyens, il n'a pas les coups de France parce que tout simplement, celui qui va lui donner les moyens n'est pas de son bord, donc forcément, il est obligé de faire l'âme pour avoir le foin. Et alors, si nous ne voulons pas faire l'âme pour avoir le foin, forcément, bienvenue aux dégâts, bienvenue aux destitutions. Et c'est là, il y a tous les arguments possibles de destitution et c'est ce à quoi la plupart du temps nous avons assisté. Nouroudine Safara, un autre frein au développement local, le népotisme au niveau des collectivités territoriales, au niveau de certaines communes, les recrutements colorés, des recrutements politiques ou des recrutements par fratrie, pour ne pas citer le ministre de la décentralisation, Alassane Seydou, qui lors d'une de ses sorties disait qu'au niveau d'une commune, il y avait plus de conducteurs de véhicules administratifs que la mairie dispose de voitures. Vous voyez, c'est pour illustrer ce népotisme-là, Nouroudine Safara. Comment expliquer ceci pour les prochaines mandatures? Oui, c'est-à-dire que c'est ce que je disais à l'entame, c'est-à-dire que quand vous élisez des personnes qui n'ont pas vraiment une idée très précise de ce qu'est le développement, local, la conséquence est nette, le développement local, je veux dire. Donc, dès qu'un maire est élu et qu'il pense que la meilleure des choses, c'est de satisfaire, disons, les membres de sa formation politique ou les membres de sa famille au détriment des questions de développement, au détriment de l'eau qui manque dans telle ou telle autre localité ou d'une école qui souffre quelque part ou d'un centre de santé qui n'existe pas dans une zone et tout le reste, vous comprenez que il va passer à côté. Et généralement, il passe à côté parce que, voilà, il n'a pas vraiment une idée précise donc des questions de développement. C'est pour ça que les conseils communaux ont fonctionné de cette façon-là. Il y a également que des gens qui ont triché, qui n'ont aucun mérite véritable et qui arrivent à un poste aussi important, voilà, pense que il faut maintenir la famille et les amis politiques dans une position confortable pour pouvoir y revenir. Pour continuer de mériter ce poste-là. Donc c'est un peu ça. Ce sont des questions qui n'ont pas vraiment une explication, disons, rationnelle, mais plutôt des explications partisanes et d'intérêt spécialement. Oui, nous vous écoutons. C'est le problème de nos communes. Oui, et quel est reçu sur cette question de népotisme? Oui, sur cette question de népotisme, vous savez, Nouroudine Safara l'a dit, lorsque sur la base des positionnements, sur la base qu'on appelle de braquage politique ou bien de trahison ou d'office dans votre localité, on sait que... Braquage politique, vous dites? Oui, braquage politique, oui. Nous vous écoutons. Oui, dans une localité donnée, on sait que voilà, X est bien parti politiquement, est bien assise et intellectuellement et dans la gestion de l'affaire de la cité, il a déjà une expérience, il a déjà l'expertise qu'il faut. Mais il y a à côté quelqu'un, voilà, qui lui, ce qu'il sait faire, c'est de démobiliser, c'est de torpiller le développement et puis de faire le bon samaritain ou bien faire le grand connaisseur devant un homme politique qui n'est tout le temps pas sur place dans la localité. Vous voyez un peu, il est plus proche et voilà. Et lorsque les positionnements arrivent, c'est celui qui ne connaît même pas l'égalité de la localité qui influence les positionnements parce que tout simplement il est proche des barons d'un parti politique, du parti politique tout simplement. Ou alors c'est un rebelle. ou alors tout simplement c'est un rebelle, et il amène la division. Effectivement. Tout passe par là maintenant. Et lorsque ils arrivent à leur fin, tout simplement, ils essaient maintenant d'entretenir ceux-là qui ont permis, qui ont cautionné cela. Donc c'est là qu'on constate tout simplement les prestations de marché gré à gré. Ensuite, on a des recrutements fantaisistes et on se dévie tout simplement du développement et on ne suit plus la boussole
qui est le plan de développement communal, et puis on fait tout ce qu'on veut. C'est là aussi que nous assistons bien sûr à bien sûr à des recrutements fantaisistes et aussi à ces vagues d'institutions-là. Autre chose, c'est que on devrait comprendre que le développement local aujourd'hui n'est pas l'affaire des fils du terroir. Certes, tu peux être fils du terroir, mais ne pas appartenir, ne pas être originairement de la localité. Si par exemple, je suis un X est né dans une zone A, mais il n'est pas de la zone A, mais il connaît les réalités, il connaît tout, il a apporté tout, son existence, tout est là-bas. Et du jour au lendemain, à cause des intérêts politiques, à cause des guerres politiques, on dira que non, cette personne n'est pas de la localité. Elle est étrangère. Et les étrangers, c'est là aussi commencent bien sûr les problèmes de leadership et aussi les guerres de positionnement et de destitution. Autre chose, dans l'administration locale, dans l'administration de nos mairies, il faudrait que les élus désormais comprennent que désormais, ce n'est pas une question c'est notre commune, c'est seulement nos fils ou nos filles qui vont travailler dans cette administration. Lorsqu'il y a de la compétence ailleurs, et il faut aller chercher cette compétence pour booster le développement, il ne faut pas hésiter et à recruter ces personnes-là, puisqu'on constate tout simplement qu'aujourd'hui, c'est sur cette base-là que la plupart des maires et des élus se tablent pour faire des recrutements au détriment, bien sûr, des vraies compétences, sous prétexte que oui, il est de chez nous, il connaît nos réalités, en réalité, il n'a pas la compétence. Nouroudine Safara, oui. En fait, je veux insister sur le... Très rapidement, oui. Oui, qui fait que, Aziz Alagoué, dès que vous avez besoin, par exemple, d'un médecin et que vous voulez forcément un fils du terroir qui n'a pas été formé à l'école de médecine, vous faites quoi? Vous recrutez un infirmier pour remplacer un médecin parce qu'il est fils du terroir. Ce sont les réalités que nous vivons dans les communes. Effectivement. C'est-à-dire que vous avez des compétences qui sont ailleurs, vous n'allez pas les chercher, mais vous insistez, alors que vous-même, vous n'avez pas de compétences. Et la conséquence, vous créez des charges inutiles à la commune et à la fin, on n'a pas de résultat. Effectivement. Nouroudine Safara, nous restons toujours avec vous. Il y a cette substance même de la gestion des mairies, de l'avancée des mairies, la mobilisation des ressources propres qui, à un certain niveau, au niveau de certaines communes, n'a pas du tout pris. Les chiffres sont très très mauvais et ça ne pouvait pas, il ne pouvait en être autrement. Alors, cette participation effective des populations à la mobilisation et à la collecte des ressources propres, est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer les choses pour les prochaines mandatures? Justement, Aziz Alagoué, il faut améliorer les choses. Et pour améliorer les choses, il faut passer par la compréhension de la base de ce qu'on fait des ressources collectées. Donc, la transparence devait être, disons, le maître mot au niveau du conseil communal. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, comme je l'ai dit, si vous faites le mauvais casting et c'est des voyous que vous mettez à la tête de la mairie, eh bien, la population dira que nous n'allons pas cotiser pour ces voyous-là. Nous n'allons pas payer des impôts pour que ces voyous s'enrichissent. Ensuite, il y a également la question même de ceux qui sont chargés de la collecte de ces ressources-là. D'abord, certaines personnes qui n'ont pas compris le bien fondé de cette collecte refusent de payer. Ensuite, il y a que les percepteurs, les personnes chargées de recevoir ces ressources également, parfois confondent leurs poches aux poches de la commune. Ça fait qu'il y a des problèmes à ce niveau également, du point de vue collecte et transparence dans la gestion des ressources. Voilà un peu. Si ces aspects-là sont corrigés, et puis on met les populations en confiance, parce que si on sait où vont nos ressources, c'est-à-dire que si elles contribuent au bien collectif, eh bien, si on arrive à convaincre les populations à ce niveau-là, je pense que l'incivisme, en réalité, découle du fait que les personnes déjà chargées de diriger ne sont pas des modèles. Et s'ils ne sont pas des modèles, ils ne peuvent pas imposer un modèle à d'autres personnes. Et Kelero Gonosero, je vais vous prendre sur un tout autre volet. Pour cette mandature finissante, le taux de femmes était très très faible, surtout au niveau des mairies, au niveau de la tête, 2 ou 3 si mon décompte est bon. Pour cette fois-ci, 9,43%, c'est le taux de positionnement des femmes. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce que vous prévoyez? Très rapidement. Oui, on va dire que les femmes s'engagent beaucoup plus parce que il y a aujourd'hui des lois qui favorisent beaucoup plus le positionnement des femmes. Maintenant, on ne peut pas positionner une femme
au hasard comme ça. Il faudrait aussi qu'elle se batte. Il faudrait qu'elle se batte pour mériter sa place. Ikiliru Gunosero, oui, en 30 secondes, Nouroudine Safara, 30 secondes. Il y a une appréhension à ce niveau parce que je ne suis pas sûr que les femmes soient bien positionnées au niveau de leur formation politique pour être élues aussi nombreuses que cela se doit. Oui. Les gens ont souvent fait du saupoudrage. On a mis les femmes en 3e, 4e position. Il y a des craintes. Wait and see, oui, c'est terminé. Wait and see, nous allons dire 9,43% taux de positionnement des femmes pour cette 4e mandature en vue. C'est terminé, nous sommes à quelques secondes de 8 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Ekeleru Gunosero, Nouroudine Safara, Herman Agotonou et Lucien Sotonji à la supervision générale. Moi-même, c'est Aziz Alagbe. Nous vous souhaitons d'agréables moments sur Radio Parakou. Voilà qui vient refermer définitivement ce numéro de Nasouba Mama Barissi qui nous chante Tonkuro. On l'appelait Maman Barissi bien sûr, et le titre c'est Tonkuro. L'homme est parti, le chanteur est parti, il y a de cela plus d'une dizaine d'années. Eric Santana, la force tranquille, Baba. Maman Barissi ici, l'artiste fait l'éloge et chante l'éloge bien sûr de la femme africaine, de ces rares titres à l'époque parce que la femme est reléguée au second plan. Mais ici l'artiste a pris le courage, il a osé mettre en valeur la femme. Moto
Ici, Maman Barissi, retenez mesdames et messieurs, met en exergue les caractères vertueux de la femme, patience, endurance, tendresse et surtout le sacrifice du soi, même en amour. Et c'est en amour que nous allons prendre congé de vous, Didier Aina et moi. Herman Agbotonou également, qui est à la mise en onde YouTube de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le plaisir est de nôtre.